Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vocalement Vôtre, le podcast de l'association Politiquement Vôtre. Et aujourd'hui, on continue notre série spéciale avec le 7e épisode de notre série sur les municipales de Grenoble. Salut Quentin, comment tu vas ? Salut Corentin, écoute, on continue notre rush de fin de podcast. Aujourd'hui, on tourne notre épisode, notre 7e, tu l'as dit, avec Valentin Gabriac et Ludovic Blanco. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir, je oui. bonsoir, vous avez raison. C'est vrai. Mais ça, les spectateurs peuvent pas le savoir. Ouais, ça, ils ne le savent pas. Alors, vous représentez tous les deux la liste qui s'appelle Grenoble, capitale des Alpes, à ne pas confondre avec d'autres listes qu'on a déjà vues, c'est GCA, soutenue entre autres par le Rassemblement National et l'UDR, c'est l'Union de la droite républicaine, si je me trompe pas. Du Rassemblement des droites pour la République, ouais. Oh, purée. Tout faux. Complètement à côté de la plaque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On porte une liste effectivement du premier parti de France, le Rassemblement National, qui est aussi le premier parti en Isère. Je tiens à rappeler que Jordan Bardella a recueilli plus de 33% des voix lors des précédentes européennes et que le numéro 2 aux européennes en Isère était Raphaël Guzman à près de la moitié moins. Donc nous sommes véritablement légitimes pour porter une liste dans la préfecture du département, dans la plus grande ville, et d'autant plus dans ma ville, puisque je suis grenoblois et non pas un parachuté. C'est une liste, vous l'avez signifié, qui est aussi une liste d'alliance, d'ouverture vers les patriotes sincères, notamment des gens qui ont été déçus de la politique des Républicains, qui s'est dissous dans le macronisme. Et nous avons du coup le soutien et nous arborons fièrement l'étiquette de l'UDR, parti d'Éric Ciotti, pour cette campagne municipale. Nous représentons donc une liste de rupture par rapport au bloc macroniste et par rapport aux 50 nuances de gauche de cette élection municipale à Grenoble. Très bien. Monsieur Blanco, si vous voulez vous présenter aussi. Bonsoir à tous, je suis Ludovic Blanco, donc je suis un colistier de Valentin Gabriac. Je vais lui laisser plus de temps de parole, parce qu'il y aura plus de choses à dire. Là, c'est le candidat. Donc je suis professeur d'histoire-géographie dans la vie. J'ai été colistier d'Alain Carignon en 2020 et je suis très heureux d'être dans cette campagne. J'ai rejoint Valentin Gabriac, que je connais depuis quelques années. D'abord, c'est un ami dans la vie, et puis je connais ses qualités humaines et ses qualités politiques. Donc c'est pour ça que je me suis engagé à ses côtés dès qu'il m'a dit qu'il avait l'intention de conduire une liste. Alors, c'est très intéressant. Donc, vous nous parliez de la liste. Alors, il n'y en avait pas en 2020, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de points de comparaison avec la précédente municipale par rapport qu'on ne peut pas comparer. Et donc là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la liste, qui est dedans, comment vous l'avez formée, quels sont un peu les profils ? Alors, monter une liste, déjà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de nuits blanches, c'est beaucoup de phoning, de porte-à-porte. Et nous avons une liste qui représente la sociologie grenobloise. Nous avons une parité parfaite, 30 hommes, 30 femmes, de toute origine sociale, de toute origine aussi géographique par rapport à la ville. Nous avons des gens des quartiers sud, des quartiers populaires, des quartiers plus aisés, des gens qui sont locataires, d'autres propriétaires. Et nous avons une photographie, je pense, assez parfaite de la ville de Grenoble. Ce qui regroupe ces colistiers, c'est principalement le patriotisme, le ras-le-bol de la politique d'Éric Piolle et la question de la sécurité. Des gens qui se sentent en insécurité à Grenoble, qui vivent l'insécurité, qui sont frappés de points faits aussi par les politiques laxistes en place depuis des années, et des personnes qui en ont marre aussi de cette écologie punitive et de la folie fiscale. C'est principalement qui a regroupé nos colistiers, le thème de la sécurité, le thème de la propreté et enfin de l'attractivité. Ce qui vous rassemble plutôt, c'est un ras-le-bol finalement de ce qui se passe actuellement à Grenoble ? Alors, en première notion, je vous ai dit le patriotisme, c'est une valeur forte qui n'est pas une valeur contre les autres. C'est une valeur d'amour de son pays, de son territoire, des traditions. Mais il y a aussi effectivement une volonté de changement. Des gens se sentent habités dans une ville en déclin, dans un pays en déclassement, et ils veulent redresser la barre. Et d'ailleurs, le nom de notre liste, c'est Grenoble, capitale des Alpes, parce que nous voulons refaire de Grenoble la capitale des Alpes. Très bien. D'accord. Un mot, Monsieur Blanco, sur la liste Écoutez, moi je suis très content de cette liste. On a accumulé pas mal de compétences, des gens, c'est vrai, qui ont des horizons différents, des parcours différents, des métiers différents. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui sont des adhérents historiques du Rassemblement National, d'autres qui viennent parfois d'ailleurs. Je pense à Michel Voilin, qui est président du quartier Championnet et qui est membre de l'UDR.
qui est l'ancien des Républicains. Donc il y a des parcours différents et donc ça crée une émulation, tout ça. D'accord. Alors, à l'intention de nos auditeurs, nos auditrices, petit point comme d'habitude pédagogique. Donc, élection municipale, 2 tours, 59 sièges. Donc, Monsieur Gabriac, vous nous mentionnez que vous aviez une liste paritaire. Alors, techniquement, c'est pas 30-30, ça doit être 29-30. Je suppose donc ça fait 29 hommes et 30 femmes. Il me semble que c'est ça. Ça doit être ça. Parce que vous êtes en tête de liste. Parce que vous êtes... Mais on a aussi des... Ah non, les impairs, c'est les hommes. 30 hommes et 29 femmes. Oui, mais nous Ouais. avons Ah, c'est l'inverse. des listes complémentaires avec 2 profils, donc on a une parité parfaite. Ok, excellent. D'accord. Ok. Donc je disais, donc voilà 59 sièges pour le conseil municipal de Grenoble. Je répète, en 2 tours. Premier tour uniquement s'il y a une liste qui fait plus de la moitié des voix. À Grenoble, a priori, ça ne sera pas le cas. Dans le reste des communes, s'il y a une liste Vous n'en qui fait... savez rien, monsieur. Oula, j'en sais rien tout à fait. Tout est possible. Après... Alors, dites-nous directement le résultat de l'élection. Ah, je peux pas. Si je fais Madame Irma maintenant, Voilà. C'est mort. non, mais 50% des voix, c'est quand même assez rare. Ça arrive beaucoup dans certaines communes de taille un peu plus. C'est déjà arrivé à modérée. Grenoble Alors à Grenoble, je déjà saurais voir, pas te dire. Je peux dire qu'à Saint-Martin-d'Air, là où on tourne, c'est arrivé en 2020. Ok. Norvège. Tout à fait. Avec Alain Carignon a été élu en premier tour en 1983. Je Exactement. crois. Ah, Vous voyez, Et, Ouais, mais sinon, dans ce siècle-là. il va apprécier. on a l'excuse d'être des faux Grenoblois, Non, Corentin moi, et je moi. suis né ici, donc Non, je connais bien chez plaisante. Non, mais je vous en Je prie. plaisantais. Je vous en prie. Donc, deuxième tour, comment ça se passe à l'issue du deuxième tour? Donc, pour arriver au deuxième tour, il faut avoir fait au moins 10% au premier. Et donc, quand on finit ce deuxième tour, il y a un scrutin qui est proportionnel à prime majoritaire. Donc, proportionnel, ça veut dire que le nombre de sièges qu'on vous attribue, il dépend du pourcentage de voix exprimées que vous avez obtenu. Vous avez obtenu 30% des voix. Félicitations, vous avez 30% des sièges. À ceci près, qu'il y a donc la fameuse prime majoritaire qu'on vous rabâche depuis déjà pas mal d'épisodes, qui implique qu'en fait, à partir du moment où votre liste est la première en termes de score, vous obtenez automatiquement la majorité des sièges. Ça nous amène, après cette petite introduction, sur donc les 2 thèmes de la discussion d'aujourd'hui. Alors, en premier thème, vous avez choisi embellir la ville, et nous, on vous a imposé comme thème la protection de l'environnement. Alors, on va discuter une bonne demi-heure de la thématique embellir la ville. Alors, quand on a préparé l'épisode, on s'est dit... c'est pas exactement un terme qui est polysémique, embellir, mais on peut le comprendre un peu de manière différente. Est-ce que c'est rendre plus beau? Est-ce que c'est moins sale, plus coloré, plus vivant? On est allé fouiller un petit peu sur Internet. Donc évidemment, on a trouvé votre programme et également les communications que vous avez faites. Ça parle de propreté, ça parle d'attractivité. Et on a trouvé, alors d'abord sur Twitter en 2025, une idée que vous avez tweetée, une brigade anti-tag. Vous avez mentionné vidéoprotection, travaux d'intérêt général, et un article paru dans Actu Grenoble le 24 janvier de cette année, dans lequel j'ai noté une idée que j'ai trouvée originale, vous pourrez détailler si vous le souhaitez, où vous parlez d'avoir plus d'éclairage public à Grenoble. Et donc la question embellir la ville, qu'est-ce que vous voulez nous en dire? Embellir la ville, déjà, c'est dans les prérogatives du maire. Un maire, nous considérons qu'il doit aimer sa ville et la sublimer. Aimer sa ville, c'est aussi la rendre attractive par sa beauté. Je prends le dernier point que vous avez mentionné, l'éclairage public. Augmenter l'éclairage public, ça a plusieurs vertus. Une des vertus, c'est par exemple la sécurité. La sécurité face aux agressions, pouvoir voir grâce à la vidéoprotection aussi des agresseurs s'ils sont éclairés, et une sécurité aussi de voir où est-ce qu'on marche, qu'on ne se prenne pas les pieds dans quelque chose. Il y a aussi une notion de bien-être. Quand on a une ville avec de la lumière, dans tous les sens du terme, ça permet aussi d'avoir une positivité. Et enfin, il y a la question aussi de l'embellissement par un éclairage qui pourrait mettre en avant le patrimoine, certaines statues, certaines fontaines. Je pense notamment à des jeux de lumière qui pourraient être mis en place à la Bastille, dans l'Isère, sur la passerelle Saint-Laurent. Et embellir la ville, c'est un grand thème. C'est aussi la volonté de bâtir demain, remettre le beau en centre-ville. Nous considérons qu'il y a des constructions qui ne sont pas belles, qui ne sont pas à l'image de la ville de Grenoble, qui cassent l'harmonie. Nous voulons construire avec une belle architecture, nous voulons mettre en avant notre patrimoine local, historique, et nous voulons, pour terminer sur le point de l'éclairage, après on pourra creuser sur l'embellissement de la ville, nous voulons effectivement mettre en avant le patrimoine des statues, des fontaines, certains bâtiments, ramener plus de sécurité grâce à l'éclairage,
et ramener aussi de la luminosité pour les piétons, pour les habitants. Aujourd'hui, les taxes foncières sont absolument délirantes. On est dans une folie fiscale. Où va l'argent ? Alors, une question, vous avez parlé d'architecture, de choses qui sont pas très belles. Vous avez des exemples de constructions qui selon vous, sont pas très agréables à l'œil? On pense qu'il y a des dépenses somptuaires. Il y a des travaux qui sont en train d'être faits par Monsieur Piolle devant la Bastille pour un coût assez exorbitant. On considère que ce ne sont pas des dépenses que la mairie Rassemblement National ferait. Il faut une ville attractive, une ville prospère et évidemment une ville agréable à vivre. Notre ville a tout le potentiel pour cela. Il suffit d'avoir une volonté politique, encore une fois, d'un éclairage public, d'un plan local d'urbanisme, même si ça se décide au niveau de la métropole. Je ne vais pas rentrer dans les guerres compétences ville-métropole, qui soit ambitieux. Et il faut aussi mettre en avant notre patrimoine et notre identité locale. Alors, un petit point pédagogie à l'intention de nos éditeurs. Donc, le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est fixé par la commune. C'est comment est-ce qu'on va mettre, quelles règles on va mettre sur l'urbanisme. C'est où les zones où on peut construire, c'est où les zones naturelles, etc. Au-dessus du PLU, on a le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Et si on a vraiment envie de se faire du mal, on peut aussi parler du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et d'un certain autre nombre de documents, mais je vois déjà Corentin se perdre dans le vide, donc on va pas en mentionner d'autres. Je m'y habitue. Sur le côté le bâtiment sur la Bastille, je vois pas trop duquel vous parlez. Vous parlez des espèces de grands lycées, ou je sais pas si c'était des... le truc tout abandonné avec des tags. L'ancien institut de Lemieux. Je parle en général que nous avons la chance au niveau topographique d'être entourés de sommets, de massifs, et notamment la Bastille. Et c'est quasiment unique au monde d'avoir la nature au pied de la ville, de pouvoir aller en 10 minutes de percher dans la montagne. Il faut mettre en avant ce patrimoine, mettre en avant l'identité. Embellir la ville, ça passe aussi par des fleurs sur des ronds-points, ça passe aussi par des trottoirs. Et non pas par des pratiques uniquement fonctionnelles. On a voulu, dans notre siècle, avoir des appartements ergonomiques qui cassaient tout charme, tout code esthétique. Et je pense qu'il faut ramener de la beauté dans nos villes, ramener de l'art. Et c'est ce qui fait aussi un désir de vivre ensemble, un plaisir d'habiter la ville. Et pour rebondir sur la Bastille, effectivement, nous pourrions éclairer certaines fortifications, certains bâtiments. On voit que M. Piolle a réussi à illuminer son pylône sur la qualité de l'air. Il est tout à fait possible d'illuminer d'autres choses. En complément, je voudrais deux exemples que j'ai en tête. Par exemple, la place Notre-Dame. Allez-y le soir et vous verrez qu'elle est très peu éclairée. Et je vous assure que si vous ajoutez un éclairage autour de la fontaine, etc., vous changez totalement l'image du centre-ville. Et par exemple, parmi les statues, par exemple, qu'on doit rénover, par exemple la statue Bayard, allez voir, c'est pareil, très mauvais état. C'est des choses qu'on doit embellir la ville, c'est aussi embellir nos monuments, c'est embellir les façades, c'est aussi une proposition que nous avons pour une aide financière pour tous les commerces qui ont besoin de refaire leur façade, une aide à la rénovation des façades, voilà, qu'on va proposer aux commerçants. Parfois qui sont dans la difficulté pour tout un tas de raisons. Et aussi les aider justement à avoir envie, parce que quand on est un peu juste financièrement, on va pas forcément rénover la façade, et avoir une belle façade, ça donne envie de venir, ça donne aussi une belle image de la ville. Toujours dans l'ADN de l'éclairage pour embellir donc des bâtiments en l'occurrence, est-ce qu'il y a aussi dans votre plan d'embellissement rénover des bâtiments historiques qui sont aujourd'hui soit pas utilisés, soit laissés à l'abandon? Est-ce que oui, il y a un plan de ce genre sur l'urbanisme et on va dire le patrimoine de Grenoble? Oui, tout à fait. Il y a notamment la collégiale Saint-André qui va bientôt fêter ses 800 ans, qui est complètement en déshérence, qui est abandonnée par les pouvoirs publics. On a aussi le fameux musée-bibliothèque place Verdun, en face de la préfecture, qui est un bâtiment somptueux, néoclassique, qui ne sert à rien, à pas grand-chose. C'est une espèce de hangar pour la municipalité de M. Piolle. On veut rétablir une attractivité dans tous ces hauts lieux de patrimoine. On a aussi beaucoup de rues du centre-ville, je pense à rue Chenoise et les rues avoisinantes, qui sont en état de déliquescence, qui sont dans un mauvais état. Il y a beaucoup de ravalements de façade vers la place aux Herbes, qui traînent depuis des années. On est obligé même de mettre des protections pour pas que les murs tombent sur la tête des gens. Je pense à une certaine rue qui donne entre la place aux Herbes et les quais Saint-Laurent.
Nous voulons rénover effectivement ces bâtiments. Est-ce que tu as d'autres idées, Ludovic, de bâtiments historiques à rénover ? Alors, je ne sais pas en tête là tout de suite, mais il y a un plan global de rénovation, effectivement, ça paraît Saint-André, mais des églises, du patrimoine grenoblois. Donc, ça va un plan de réhabilitation, mais qui va être pluriannuel, parce qu'il va falloir quand même du temps, il faut être honnête, de l'argent n'est pas magique. Donc, il va falloir un plan pluriannuel pour le patrimoine qui est un peu laissé à l'abandon, qui est le grand oublié de M. Piolle. Mais idéologiquement, c'est logique aussi de sa part. Ça va aussi avec son idéologie. Donc, pour l'instant, il y a des promesses qui ont été faites, mais depuis des années, à la collégiale Saint-André, par exemple, mais qui ne sont toujours pas mis à l'œuvre. Vous avez parlé de folie fiscale par rapport à la taxe foncière, mais alors tous les projets dont vous nous parlez, ça va forcément coûter de l'argent. Le financement, vous le programmeriez, excusez-moi, comment ? Déjà par des économies et par un fléchage. Si vous gagnez dans un ménage 2 000 €, si vous mettez les 2 000 € dans des chaussures, vous n'avez plus d'argent pour acheter votre nourriture, payer votre loyer et payer vos factures. Donc toute une question de priorisation. Il n'y a pas d'argent magique, c'est vrai. Il ne faut pas des dépenses stupides. Nous allons faire des fléchages, des priorisations vers le budget de la ville de Grenoble, sans augmenter évidemment les impôts locaux. Et nous pensons que des économies peuvent être faites sur beaucoup de postes de dépenses, il peut y avoir beaucoup de rationalisation, et orienter ces dépenses vers des besoins réels des Grenoblois et vers des priorisations que nous allons flécher. Vous pouvez nous donner des exemples ? Je vous en donne 2-3 si vous voulez. D'abord, il y a des dépenses immédiates et des dépenses qui vont demander un audit. Des dépenses immédiates, c'est par exemple la fête des Tuiles. Donc je crois que là, je peux vérifier si vous voulez, mais c'est autour de 350 000 €, si je ne dis pas de bêtises. C'est des dépenses de communication qui sont énormes, qui ne sont plus aujourd'hui, qui ne sont pas nécessaires. Et puis, il y a tout un tas de petites dépenses courantes comme ça qui peuvent très rapidement économiser 3-4 millions d'euros, on l'a estimé immédiat dans les premiers mois. Ouais. Et après, le reste, il va falloir un audit global du fonctionnement de la ville parce qu'on voit qu'il y a énormément de dépenses qui ne vont pas, des dépenses pour des projets transitoires, des dépenses idéologiques, etc., de la ville. Donc, on va demander un audit de toutes ces dépenses de fonctionnement qui aujourd'hui ne nous conviennent pas. Ok. L'embellissement, donc c'est un thème assez général, hein. Donc là on n'en parle que d'une partie sur l'éclairage, la mise en valeur du patrimoine local. On aura l'occasion de revenir dessus, mais concernant le financement, comme l'a dit Quentin, si je regarde l'entièreté de votre programme, il y a beaucoup de choses, hein. Donc l'embellissement est une partie de ça. L'embellissement tout de même de la ville t'as quelle priorité par rapport à vos autres projets aujourd'hui, si vous avez un choix demain financier à faire? L'embellissement, il arrive dans quoi? Dans le top 5, top 3, numéro 1 peut-être? Alors déjà, il y a des postes de dépenses. J'ai pris mon exemple tout à l'heure d'un ménage. Évidemment qu'il faut des répartitions. Bien sûr. La priorité déjà d'un budget municipal, c'est les dépenses de fonctionnement courantes. Le personnel, et vous pouvez avoir de l'extrême gauche jusqu'aux listes macronistes ou nous-mêmes, nous aurons des dépenses incompressibles. Évidemment, on ne va pas vous dire qu'on va orienter tout le budget de la ville. Il y a des dépenses courantes. En général, c'est à peu près la moitié d'un budget d'une ville. La priorité de notre mandat par rapport à la municipalité précédente, ça sera la sécurité. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va mettre tout l'argent dans la sécurité, mais c'est là où il va y avoir le plus d'évolution par rapport à l'existant. Ensuite, il y aura la propreté. Recollecter les déchets, les ramasser, des dépotoirs en plein centre-ville. Qu'on peut mettre dans l'embellissement un peu finalement. Qu'on peut mettre dans l'embellissement, tout à fait. Et la partie attractivité qui est très importante, c'est aussi l'embellissement. Oui. Et l'embellissement, on n'a pas parlé, mais on a le temps, c'est aussi lutter contre les tags. On a des petits narcissiques dégoûtants qui viennent taguer, qui viennent saloper les murs. On pense que ce n'est pas pour le bien-être de la société. On pense que c'est un délire individualiste, égoïste, et nous voulons lutter contre l'invasion des tags. Nous voulons corriger cela grâce à la vidéoprotection, essayer de faire condamner par les justices les auteurs, essayer surtout de réparer lorsqu'il y a un tag et avoir une idéologie qui condamne moralement cela. Je crois en la puissance de l'idéologie, une idéologie véhiculée en faveur de la propreté, en faveur du respect du mobilier urbain aussi, et en faveur du respect tout simplement de ce qui fait société et qui est payé par le peuple au final. C'est un délire de petits bourgeois de taguer. Les personnes qui nettoient sont souvent des gens payés au SMIC. Les personnes qui sont locataires au rez-de-chaussée ne sont pas les plus riches de l'immeuble, vous le savez.
Donc c'est une double peine pour les classes populaires. Alors j'ai peut-être mal compris, mais du coup, pour vous, les taggers sont plutôt des petits bourgeois qui font un peu n'importe quoi en ville ? Je ne sais pas s'il y a des études sociologiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est un délire individualiste qu'on voit notamment dans les centres-villes. Et il est arrivé à Grenoble de voir certains taggers qui n'étaient pas du tout issus de milieux populaires et qui allaient taguer un mur, encore une fois, de quelqu'un qui est issu, pour parler en termes marxistes, du prolétariat, qui habite dans un rez-de-chaussée, et quelqu'un qui est de classe populaire va nettoyer cela. Donc on veut vraiment lutter intellectuellement contre les tags, ramener aussi de la beauté, la volonté de bien faire ensemble. Vous savez, quand vous avez une ville propre, vous voulez la respecter. Oui, et plus elle est propre, moins vous jetez vos papiers par terre. Et c'est aussi le levier écologique. Quand vous avez une ville insalubre, où il y a des dépotoirs, etc., la planète en pâtit. Alors on parlait des tags, ça vous aurez pas loupé qu'il y a aussi des beaux tags, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a les tags sauvages, je pense que c'est de ça dont on parle depuis le début. On est d'accord, ça ne nous touche pas, entre guillemets, les tags. On a du coup, à Grenoble, on en a parlé dans un épisode précédent, des grands murs des grandes fresques. De tout un immeuble, qu'on appelle du coup plus communément street art, où là, c'est plutôt des tags d'artistes, entre guillemets. Ceux-là, on ne touche pas. Ou alors, on en rajoute peut-être, ou vous ne voulez pas les enlever, ceux-là. Alors, encore une fois, c'est exactement le même sujet. Nous ne sommes pas caricaturels. Vous avez aujourd'hui, c'est comme pour le rap. Je ne suis pas contre un style artistique et pas contre un style de musique. Oui. Le rap est un style musical, j'apprécie certaines chansons, j'apprécie certains artistes. Si un jour je m'offusque d'une chanson, ce n'est pas parce que c'est un style musical qui me déplaît. Oui. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un comportement totalitaire, c'est pas mon cas. Des personnes sont sensibles à la peinture flamande, d'autres à la peinture Renaissance, au clair-obscur, et d'autres sont sensibles au street art. J'aime bien l'art, on peut en parler des heures, je viens d'une famille artistique, ma mère est prof de piano, on a grandi dans un univers culturel. Il n'y a pas de problème avec une forme d'art. Mais il faut, si on valorise le street art, lutter contre les tags sauvages, qui sont un enlaidissement de la ville. Et je pense effectivement qu'il faut une mairie qui ne banalise pas les tags sauvages et les graffitis et hautes dégradations. Je vais laisser Ludovic compléter. Oui, non, mais sur street art, rapidement, à partir du moment où c'est encadré, aucun problème. Je crois que ça fait partie de la vie culturelle de la commune. Moi, il y a des tableaux, je ne sais pas si on doit appeler ça comme ça, que j'apprécie beaucoup, que j'ai vu en direct entre une personne sur un grand mur, c'est assez impressionnant. Il prend comment on appelle ça pour monter à 5 mètres bon, j'ai plus le mot. Un élévateur. Un élévateur, tout simplement. Et il travaille toute une journée entière. Pour moi, c'est un vrai. Ça, c'est une œuvre d'art. Oui, je respecte ça. Les tags, je pense que c'est vraiment. Il y a pas de message. Il y a un message qu'on ne comprend pas, avec des lettres incompréhensibles. Donc, c'est vraiment peut-être un petit réseau. Je ne sais pas comment ils s'organisent. J'aimerais bien qu'il y ait une enquête un jour là-dessus. Et juste 2 points sur les tags. On propose une brigade anti-tag. Il faut quoi, 10 à 12 personnes à peu près. On a évalué à peu près pour ce fonctionnement. Donc on a évalué à quelques centaines de milliers d'euros cette dépense. Et si vous allez par exemple à Lyon, pourtant en ville écologiste, peut-être plus demain, on verra, vous voyez que il y a très peu de tags et vous avez un éclairage. La différence avec Grenoble, c'est saisissant. Allez-y le soir. En journée, vous verrez les tags, vous verrez pas de tags. Et vous allez le soir, vous allez voir la différence d'éclairage avec Grenoble. C'est à 1 heure de route. Donc, pour moi, ce qui se passe à Grenoble, c'est vraiment un micro-climat grenoblois. Et j'aimerais qu'on parle de Grenoble autrement que par les taggers, quoi. Concernant cette brigade anti-tag, ce serait plutôt une brigade qui serait dans l'équipe propreté, entretien de la ville, ou plutôt une brigade du côté de nos policiers municipaux? Et plus globalement, elle ferait quoi, cette brigade? Elle dissuaderait, elle retaguerait au-dessus du tag? Enfin, retaguerait, je m'entends. Alors, déjà, elle pourrait lutter contre les tags dans une mission effectivement de réparation. C'est-à-dire de remettre le bâtiment en l'état existant. Il y a eu une rupture avec l'état antérieur, le bâtiment était beau, des gens ont payé, des gens ont construit, des gens viennent salir, il faut remettre le bâtiment dans l'état intérieur. C'est une brigade anti-tag aussi qui a pour but d'aider la police nationale aux enquêtes par la vidéoprotection. C'est une brigade anti-tag ensuite qui aura des missions aussi de sensibilisation,
qui pourra essayer d'expliquer que taguer, ça coûte de l'argent. On fera une campagne de communication aussi en expliquant le coût lorsqu'on doit recouvrir un bâtiment, lorsqu'on doit réparer une vitre d'un arrêt de bus. Tout ça, c'est nous qui payons. Donc, il y aura une mission de prévention, une mission d'intervention, une mission d'identification. Et Ludovic, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la brigade anti-tag. Non, j'ai dit à peu près donc le nombre d'agents, le minimum nécessaire. Donc, non, très bien. L'esprit, je crois qu'il est là. Tu as parlé du TIG, je crois. Ouais. Travaux d'intérêt général pour les taggers. TIG-tag, voilà. Voilà, j'ai une petite question qui me vient en fait quand vous parlez d'embellir la ville. Donc dans l'esprit d'avoir des projets, vous avez dit qu'il fallait flécher, il fallait choisir. Donc on comprend bien, on ne peut pas tout faire d'un coup, il va falloir faire des choix. Comment est-ce que vous les feriez ? Est-ce que c'est le conseil municipal qui se prononce ? Est-ce que, à l'instar de certains candidats, vous incluriez dans la décision les Grenoblois et les Grenobloises ? Sous quelle forme, si c'est le cas ? Comment est-ce qu'on choisirait les projets, les bâtiments à rénover et comment est-ce qu'on définirait aussi ce vers quoi on veut aller ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de nouveaux bâtiments ? Est-ce qu'on fait telle architecture, telle couleur, etc. Alors, dans un premier temps, on va réaliser un grand audit des comptes de la ville de Grenoble. Réaliser un audit pour savoir où est-ce qu'on en est. Il y a une forme d'opacité. On ne sait pas bien où vont les dépenses, où vont les recettes, où est-ce qu'on en est. Donc, faire un audit afin d'avoir entre les mains des comptes viables et pertinents. À partir de cela, évidemment, il y a plusieurs choses qui seront mises en place, mais nous allons favoriser la concertation avec les acteurs. Si on prend une décision pour une voirie, les unions de quartier, les copropriétés, les commerçants, nous en discutons aussi au conseil municipal, évidemment, c'est le but d'un conseil municipal. Et une délibération se fera uniquement après des concertations, après un audit. Ce que nous voulons, c'est des mesures de bon sens et nous voulons rendre les villes fonctionnelles. Aujourd'hui, on a une municipalité de M. Piolle qui s'en fout, pour reprendre ces termes, c'est lui qui parlait comme ça, qu'on lui fasse des reproches sur la sécurité et la propreté. Et je considère qu'il s'en fout aussi du fait d'avoir une ville fonctionnelle. Nous voulons un stationnement qui soit fonctionnel, de la circulation fonctionnelle, des terrasses fonctionnelles, et non pas de l'idéologie et de la gabegie financière. Et vous voulez aussi finalement des caméras fonctionnelles, parce que depuis le début, on parle finalement de la propreté, de l'embellissement, etc. Mais ça passe à chaque fois aussi par l'aspect de la vidéoprotection, donc à travers l'éclairage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de dissuasion pour les taggers, etc. On peut aussi un peu en parler. Point de vue caméra de surveillance, quel est votre objectif dessus ? Est-ce que vous voulez du coup plutôt développer ce qui existe déjà pour les rendre tout fonctionnel ? Ou en rajouter ? Développer ce qui existe déjà, ça va être compliqué, parce qu'on a vu qu'il y avait plus que 20 caméras. Alors, 118 d'après la municipalité, et d'après le procureur, une vingtaine. Une vingtaine qui servirait à quelque chose. Et on l'a appris hier soir. C'est pour ça qu'on est bon là. La municipalité, en tout cas, il nous faut au moins 300 à peu près caméras en état de fonctionner. Il vous en faudrait 300 ? À peu près, c'est ce qu'on estime à peu près. Pour vraiment avoir... couvrir la ville, aux entrées, aux sorties de la ville, pour des questions de sécurité, pour les plaques notamment, sur des points chauds, et effectivement sur des points, il y a aussi des caméras, ça peut être contre les vols de vélo notamment aussi, et puis pour les tags. Donc 300 caméras, pour ça on peut avoir une aide de la région et des aides divers. Voilà. Donc, il y aura une partie financée par les collectivités. Tout ne sera pas pris en charge à 100% par les municipalités pour... on va dire, alléger le coût de fonctionnement aussi derrière. Nous, on fera la chasse aux dealers, évidemment, contrairement à certains. On fera aussi la chasse aux subventions. On défendra notre ville devant les intermédiaires, départements, régions, États, pour même l'Union européenne, pour essayer d'attirer le maximum de ces organismes et défendre notre ville. On veut être une municipalité, donc... un gouvernement local, entre guillemets, qui défende ses habitants et qui défende sa ville. Promouvoir les intérêts des Grenobloises et des Grenoblois. Derrière le thème de la propreté, est-ce qu'il y a un objectif derrière particulier ? J'en ai plusieurs en tête qui sont possibles et vous allez peut-être me dire qu'ils sont tous viables. Ça serait par exemple pour attirer plus de monde, pour demain avoir plus de médecins par exemple, ou plus de professionnels qu'il n'y a pas déjà présents, pour juste aussi que les habitants se sentent mieux, pour aussi redorer le blason finalement de Grenoble dans la France, malgré ce qu'on peut entendre à droite à gauche. Peut-être que vous allez me dire c'est trop chose, peut-être que vous allez m'en sortir d'autres, mais est-ce qu'il y a une autre raison à cela de rendre plus beau
Grenoble? C'est multifacette, vous l'avez dit. Nous, on a 3 piliers, c'est la propreté, la sécurité et l'attractivité. Et les 3 dépendent aussi de l'embellissement de la ville. Si vous avez une ville avec de l'éclairage, vous avez moins d'insécurité. Si vous avez une ville avec de beaux bâtiments, ça renforce l'attractivité. Si vous avez une ville avec moins de tags et moins d'ordures dans la rue, et moins de gabegie aussi au niveau de la circulation, qui fait de la pollution, je crois que c'est le thème d'après. C'est ça. Vous avez une ville plus propre. Ouais. Donc les 3 leviers interviennent. Embellir la ville, c'est aussi ramener le beau, ramener la culture, ramener l'art, valoriser l'architecture, valoriser aussi le fait que nous sommes une ville alpine. Il y a beaucoup de choses à faire. Ludovic, je ne sais pas si tu veux compléter. Ce qu'il faut, c'est globalement créer un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un cercle pas du tout vertueux. On a une ville qui a une image catastrophique au niveau national. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est changer l'image de Grenoble. Et que les gens qui viennent à Grenoble dans 6 mois, 1 an, si nous sommes à la tête de la ville, ils se disent « Ah !» il est en train de se passer quelque chose. Les bâtiments sont éclairés le soir, les rues sont éclairées le soir, la ville est propre, on a moins de faits divers, on a remis des caméras, on a remis des policiers, on a mis un poste de police à Vigny-Musset, donc dans le sud de la ville. Voilà. Et donc ça crée un cercle vertueux. Et effectivement, les gens de l'extérieur n'ont pas forcément envie de venir, ils ont souvent une mauvaise image de Grenoble. Et quand vous avez quelqu'un qui n'est pas venu à Grenoble depuis 6, 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'il vous dit en général? Ouh là là, ça s'est dégradé. Voilà. Et c'est ça le commentaire qu'on a, et c'est dommage. Et après, on parle de Grenoble pour les faits divers. Donc nous, on aime Grenoble. Moi, je suis grenoblois, je suis né à Saint-Martin-d'Air et j'ai fait toutes mes études à Grenoble. J'y ai travaillé, je travaille encore, j'y vis. Je suis propriétaire à Grenoble. Et ça me fait de la peine qu'on parle de Grenoble comme du Chicago français, ou parce que la ville est mal entretenue. Je pense que la ville a une capacité naturelle extraordinaire, un panorama. C'est Stendhal qui disait Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne. Pour moi, on devrait parler de ça quand on parle de Grenoble. C'est ça qu'on devrait dire quand on parle de Grenoble. Et pas au bout de chaque rue, un point de deal, au bout de chaque rue, des poubelles qui débordent. Ça, c'est pas, pour moi, ça devrait pas ça, Grenoble. Alors, Puis, c'est vrai, pardon, j'ai pas fini, mais je vous en prie. Créer un cercle vertueux, donc ça va donner aux gens envie de revenir à Grenoble, de refaire du tourisme à Grenoble. Par exemple, plus de monde dans les hôtels, donc plus de taxes de séjour qui rentrent, etc. Moins de vacances commerciales. Et donc tout ça recrée une dynamique. Et c'est aussi ça qui remet en ordre les finances publiques. Alors, vous avez mentionné les poubelles, c'est une bonne transition pour la dernière question que je veux vous poser. Forcément, tout ce qui est gestion des déchets, ce n'est pas que la ville, c'est la métropole. Alors, on a appris en préparant l'épisode que le Rassemblement national allait déposer des listes dans d'autres communes de la métropole. Quelle serait plutôt votre relation avec la métropole? Comment travailler? Parce que si on cherche à embellir Grenoble, il faut aussi que les villes qui soient juste à côté le soient. Ce soir, par exemple, on tourne à Saint-Martin-d'Air. En fait, on ne voit pas la différence avec Grenoble. C'est la rue d'à côté, littéralement. Donc, il y a une transition quand même. Comment est-ce que vous travailleriez de concert avec les autres communes, la métropole, pour justement aborder cette thématique? Alors déjà, au Rassemblement national, on trouve que les métropoles ont trop de poids. Il y a trop de millefeuilles territoriales. On aimerait revenir au département, pour faire simple. Commune, département, État. On considère qu'il y a eu des espèces de super régions, on était contre. Ensuite, il y a les métropoles, les intercommunalités qui viennent manger un petit peu le pouvoir des communes. Donc, philosophiquement, nous pensons que les maires doivent reprendre du pouvoir. Aujourd'hui, c'est très dur d'être maire, c'est laborieux, et en plus de ça, on vous enlève des prérogatives. Tout ça un petit peu dicté, on pourrait dire, par l'Union européenne. Ça pourrait faire plaisir à certains souverainistes. Il faut dire que nous travaillerons en bonne intelligence avec la métropole et nous défendrons les intérêts des Grenobloises et des Grenoblois, puisque le mandat qui nous sera, si nous sommes élus, donné par les Grenobloises et Grenoblois est pour défendre encore une fois leurs intérêts et faire passer leurs intérêts d'abord. Nous allons effectivement monter une liste à Saint-Martin-d'Air, nous allons monter une liste à Échirolles, il y a des listes aussi qui se dévoileront peut-être proches de nous pour siéger dans notre groupe à la métropole. Et j'en suis ravi, ce qui nous permettra d'avoir un groupe puissant, nombreux et de peser sur les décisions. Petite question, juste pour finir sur l'embellissement, est-ce que si demain vous êtes maire,
vous profiteriez de l'événement qui va se passer bientôt, parce que là en ce moment c'est les JO d'hiver à Milan, bientôt les prochains seront en France, pour les prochains JO d'hiver seront en France. Pour l'instant, Grenoble n'est pas trop cité dans les projets. Est-ce que du coup, toujours dans un cadre pour embellir, pour mieux faire vivre Grenoble, est-ce que vous en profiteriez pour placer justement, comme c'est la capitale des Alpes, est-ce que vous en profiteriez pour faire quelque chose ? Évidemment, c'est dans notre programme, on a fait des communications dessus. Je vais laisser Ludovic me répondre parce qu'il tient au sujet, mais c'est une honte que la ville olympique de Grenoble des JO de 1968 ne soit pas dans les JO de 2030. Pourquoi ? Manque de volonté politique. On peut dire des fois, ah oui, mais c'est comme ça, c'est la fatalité, ah l'insécurité, c'est comme ça, ah l'industrie ferme, c'est comme ça. Non. Il y a des possibilités de décision, je vais laisser la parole à Ludovic, mais avec une volonté municipale, métropolitaine, nous aurions eu des épreuves, évidemment. Oui, je pense qu'il y a un manque de force et de volonté des pouvoirs publics, et c'est scandaleux que Grenoble, capitale des Alpes, soit totalement absente des JO de 2030. Donc nous, on veut absolument, si c'est encore possible, c'est toute la question, hein. Les délais sont extrêmement courts, peut-être trop tard. Donc demander dès le premier jour de notre mandat, Grenoble doit être associé aux JO de 2030, si possible par une épreuve. Je sais que le président des Bouilleurs de Loup voudrait qu'on fasse du hockey au Palais des Sports. Donc là, il y a une réflexion, par exemple, qu'on peut avoir pour les épreuves olympiques, sachant qu'à Nice, c'est compliqué pour la patinoire et pour le hockey sur glace. Bon, c'est un exemple. Et puis, si une épreuve, c'est pas possible, mais même avec une épreuve, pourquoi ne pas envisager un village partenaire à Grenoble, une fan zone, un passage des athlètes médaillés, un passage de la flamme. Nous, on a envie de faire, à l'occasion des JO 2030, toute une fête à Grenoble. Ville, j'allais dire, avec ou sans une épreuve, idéalement avec une épreuve, mais même sans, il y a plein de choses à faire et permettre à en profiter pour permettre à plein de jeunes, il y a du potentiel, à des élèves, de découvrir ces sports d'hiver dont beaucoup n'ont pas accès à ces sports d'hiver. Donc ça peut être aussi l'occasion d'initier plein de jeunes dans nos écoles à ces activités en plus. D'accord, et ça fait une bonne transition ce sujet, parce que la principale critique qui a été faite, et c'est pas une surprise, aux Jeux olympiques d'hiver, ça a été la protection de l'environnement. Ça va émettre trop de CO2, ça va faire ci, ça va faire ça. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Nous, on vous a imposé comme thème donc la protection de l'environnement. Alors, en 20 minutes, on va pas pouvoir parler de tout. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous avez déjà mentionné dans votre introduction cette notion d'écologie punitive. Nous, on va juste donner quelques informations, quelques données pour nos auditeurs et nos auditrices, et après, on dialoguera avec vous. Alors, la protection de l'environnement dans une commune, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, la première chose, à Grenoble, on en est bien conscient, c'est la qualité de l'air. Alors, il y a tout un débat sur la ZFE, mais la ZFE, le truc, c'est que c'est métropolitain et c'est aussi légal. Le maire, il peut pas y faire grand-chose. Par contre, la qualité de l'air, ça, on en entend souvent parler. Si vous allez sur le site de la mairie, vous aurez tous les jours le petit indicateur, quelle est la qualité de l'air aujourd'hui. Grenoble.fr, donc le site de la mairie, nous donne beaucoup de pistes sur la protection de l'environnement. J'en cite quelques-unes. La gestion des espaces verts. Alors, à 2 pas d'ici, on a par exemple le parc Paul Mistral, qui est un grand parc avec de grands espaces. Le patrimoine arboré, c'est-à-dire les arbres à Grenoble, la végétalisation, la biodiversité. Alors, sur cette question de patrimoine arboré, j'ai noté une info qui m'a un petit peu surpris. Figurez-vous qu'il y a 40 000 arbres qui sont soignés par les services de la ville. Je ne m'attendais pas à un nombre aussi important. Conséquent. Ça fait quand même pas mal, sachant qu'il y a 160 000 habitants à Grenoble et que on est dans une, entre guillemets, petite cuvette. C'est quand même pas mal. Je suis allé fouiller donc un petit peu aussi sur le site Atmo Aura, qui est en fait l'organisme qui permet d'avoir ce contrôle de la qualité de l'air. Quand on fouille un peu leur rapport, on apprend que le transport routier serait la principale source d'émissions d'oxyde d'azote avec une 40%, soit 21 ou 27, il faut vraiment que j'écrive beaucoup mieux dans mes notes, des gaz à effet de serre en 2021. Et je termine juste le propos avant de vous céder la parole. La ville de Grenoble est labellisée territoire engagé 5 étoiles.
Vous l'aurez compris, territoire engagé, protection de l'environnement. Alors vous, la protection de l'environnement, qu'est-ce que vous voulez nous en dire ? Alors, derrière ces beaux discours, il faut voir les actes. Ce qui pollue le plus, c'est ce qu'on appelle, après évidemment le transport aérien, ce qu'on appelle les supertankers, les cargos. Or, ces cargos sont notamment développés par le néolibéralisme et la mondialisation sauvage. Je rappelle qu'Europe Écologie Les Verts, comme la France Insoumise, comme tous les autres candidats à ces élections municipales, ont voté pour Emmanuel Macron. En 2017, ils ont voté pour le néolibéralisme et la mondialisation sauvage, donc indirectement pour la destruction de la planète. En 2022, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron et la politique néolibérale. La politique qui consiste à importer des produits de Chine, de Temu, de Chine, jusqu'à Grenoble, qui consiste à prendre du quinoa ou des batteries au lithium de l'autre bout du monde ou je ne sais quoi, au lieu de produire localement ce qui peut évidemment l'être. En 2022, aux législatives, ils se sont retirés, la France Insoumise, pour faire élire des gens, des républicains, qui mènent une politique de mondialisation. Des supertankers, la mondialisation sauvage, des enfants qui fabriquent des vêtements à bas coût. En 2024, à la législative partielle, je rappelle qu'Émilie Chalas et Alain Brunon se sont retirés pour se faire élire l'un et l'autre indirectement. Émilie Chalas a dit qu'il faut voter LFI, et LFI a dit qu'il faut voter Emmanuel Macron. Émilie Chalas, elle a appelé à voter pour Elisa Martin ? Oui. Elle s'est retirée dans la 3e circonscription de l'Isère pour faire élire Elisa Martin. Mais elle n'a pas appelé à faire élire, si. Je me souviens pas. Je saurais pas te dire. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée, ça, je me souviens. Après, oui, si vous voulez, la sémantique. Ouais. Au mieux d'être 3, si on est 2 et qu'on se retrait et qu'on appelle à ne pas voter pour le RN. RN. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, mais vous avez raison. Elle a favorisé l'élection d'Elisa Martin. Voilà. Ok, je comprends mieux. Elle a accepté de se retirer d'une élection en disant il ne faut pas que le RN passe. Mon sujet est l'écologie. L'écologie est un sujet majeur, sérieux. Et les solutions à l'écologie, c'est déjà le localisme. Or, tous ces beaux parleurs sont des mondialistes. Ils veulent la libre circulation des personnes avec une immigration massive, la libre circulation des capitaux, avec notamment l'Union européenne, la mondialisation sauvage, il y a la financiarisation, et ils veulent aussi la libre circulation des marchandises. Or, nous voulons un protectionnisme intelligent, nous voulons un localisme. C'est la première des écologies. Notre industrie est partie en Chine, du coup nous polluons, nous allons délocaliser là-bas. Nous polluons encore une fois par les supertankers, nous polluons avec des décisions absurdes de fermer certaines centrales nucléaires. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous avez une gauche bien pensante qui va vous dire on est pour la défense de la planète. Les axes, c'est le contraire. Ils vont vous dire on est pour la tolérance. C'est le contraire ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui en France, être homosexuel, par exemple, c'est très dur. Et c'est notamment dû à des problématiques d'insécurité, de laxisme, parfois dans des conditions dramatiques. On nous dit la condition de la femme est importante. Aujourd'hui, la condition de la femme, dans beaucoup de quartiers, elle baisse. Donc pour revenir sur l'environnement... Pour revenir sur l'environnement et sur Grenoble, justement, parce qu'on parle de Grenoble. Et là, c'est moi, je vais juste donner un chiffre des lois, des compétences nationales. Par rapport à ce qu'il a dit, pour compléter. Après, je serai bon sur Grenoble. Un supertanker, c'est à peu près... Alors, il y a un débat, mais c'est à peu près 1 million... Ça émet autant de CO2 qu'1 million de voitures. D'accord. Alors, mais les mairies, qu'est-ce qu'elles achètent en supertanker? Sans supertanker, on est d'accord, c'est un bateau. C'est un des gros bateaux. On n'a pas encore la mer à Grenoble, du coup, pour juste Grenoble. On va baigner dans l'Isère avec Laurence Ruffin si elle est élue. Donc, génial. C'est une boutade, mais les maires, je sais qu'ils font les achats pour les cantines, donc on mange beaucoup bio et local. Mais sinon, quels sont les achats des mairies? Alors, je vais vous répondre déjà pourquoi je parle au sujet national. Ça va faire plaisir à nos amis trotskistes, et il y en a beaucoup dans cette élection. Il n'y a pas de frontière pour la planète. C'est un pléonasme, ce que je dis, c'est une évidence. Il n'y a pas de frontière entre l'Italie et la France pour ce qui est du CO2, pour ce qui est de la planète. Donc évidemment qu'il faut parler des problématiques mondiales quand on parle d'écologie. La France, je rappelle, c'est moins de 1% des émissions à gaz à effet de serre dans le monde. Il me semble que c'est ces chiffres-là, c'est même peut-être moins. 0,7. Aujourd'hui, on a vraiment une perte de compétitivité par rapport à beaucoup de domaines. On nous met aussi une écologie punitive, des tas de normes. Évidemment qu'il faut protéger notre planète, et je vais vous répondre précisément, ça passe aussi par le localisme. Donc évidemment, favoriser les circuits courts pour tout ce qui est les appels d'offres, quand c'est possible, quand l'Union européenne ne nous interdit pas de le faire.
encore une grande incohérence de certains de nos amis de gauche, l'Union européenne nous interdit parfois de faire appel au circuit court. Une autre chose, il faut évidemment, et là je vais venir sur les prérogatives d'un maire, ça va vous faire plaisir parce que je vais enfin répondre au cœur de la question, mais je tenais à faire ce préambule, parce que vous allez recevoir 8 candidats sur 10 qui vont vous dire l'écologie à toutes les 10, c'est pas 9 sur 10. Et dans les actes, ils font le contraire. On est pour la rénovation thermique des bâtiments. On pense qu'effectivement, c'est une mesure de bon sens, mais faire une rénovation thermique, de gagner ce qu'on appelle en DPE, des lettres de DPE, de parler de F à A, ça permet de gagner en dépenses d'énergie. Aujourd'hui, il y a déjà un peu ça avec cette histoire de permis de louer. Il y a quelqu'un de la mairie qui vient voir le bâtiment, qui vient regarder s'il n'y a pas une insalubrité. Exactement, il y a murmure au niveau métropolitain. Ouais, alors moi, je parle déjà pour les bâtiments publics. Pour les bâtiments publics, les faire écoles, une rénovation, les gymnases, les écoles, certaines maisons de santé, tout ce qui est public, la mairie, faire un audit et faire une rénovation thermique des Parce bâtiments. qu'on est sur des mauvaises notes, ou peut-être qu'on ne le sait pas du tout, et du coup, d'où l'audit Grenoble, que c'est vous voulez beaucoup faire. construit, tous les sujets sont croisés dans les 68, notamment par rapport à une époque architecturale qui était construite rapide. On voulait construire, il y a eu un boom démographique, vous regardez les cartes démographiques, dans les années 60-70, il y a un boom démographique en France, ça correspond au JO à Grenoble, et ça a été construit parfois mal et vite. On atteste certains bâtiments sur les grands boulevards, j'y habite donc je ne veux pas les critiquer, qui sont construits mal et vite au niveau de l'insonorisation, au niveau acoustique, au niveau aussi thermique. Une mauvaise isolation à tous ces points de vue. On pense enfin qu'il faut l'énergie nucléaire, c'est pour ça que je ne peux pas vous parler que de Grenoble, je suis obligé de parler d'autre chose. Et on est aussi pour la climatisation. On a entendu, je crois que c'était Sandrine Rousseau qui disait qu'être pour la climatisation, c'était d'extrême droite. Quand vous dites être pour la favoriser climatisation, l'installation. c'est-à-dire favoriser l'installation de clim dans les bâtiments publics de Grenoble. Le nucléaire, on va pas pouvoir faire une centrale nucléaire au milieu de Grenoble, normalement. Non. Mais il y a d'autres sources d'énergie qu'on pourrait faire. Hydro, solaire, après que sais-je, je ne suis pas tout à fait expert, pas du tout même en fait. Ces formes d'énergie-là, vous les mettriez en place aussi pour alléger les charges Solaire, oui. Solaire... On a un taux d'ensoleillement à Grenoble, je sais qu'il est sensible, qui est assez bon en France. Oui, comme quoi on peut ramener de la chaleur et de la beauté à Grenoble. Le soleil, ça compte. Moi, je travaille actuellement, je suis prof d'histoire géo, je l'ai dit au début, je ne vais pas raconter ma vie, mais je ne devrais même pas d'ailleurs. Mais on travaille sur la ville de demain au programme avec mes élèves, donc j'en fais faire actuellement une maquette. Voilà, pendant les vacances, il faut une maquette. Et effectivement, donc j'ai juste cette réflexion. Voilà, c'est dans les programmes et j'en parle avec les élèves. Donc il y a une réflexion bien sûr sur ramener plus de verdure en ville, pour pouvoir avoir des bâtiments qui produisent leur propre, si possible, leur propre énergie. Tout ça c'est très bien. Après sur les questions qu'on peut amener aussi, d'abord il y a effectivement lutter contre les dépôts sauvages, il y a responsabiliser les habitants, et il y a aussi un gros travail là-dessus. Ça fait le lien avec le sujet précédent. Et puis, ce qu'on propose également, c'est qu'on a vu à l'Union de quartier Saint-Bruno, où nous étions il y a quelques jours, Valentin a parlé, moi j'étais dans le public, que le nombre de voitures avait diminué à un moment donné, mais qu'il est devenu très stable depuis un bon moment. Donc il faut prendre en compte à la fois l'importance des différents modes de transport. Et donc nous, notre objectif, c'est pas de créer des divisions, mais c'est de permettre à chacun d'utiliser son moyen de transport. Personne n'a envie de dégratiner la planète. Et par exemple, alors c'est au niveau métropolitain, mais en réalité, quand on est candidat à la mairie de Grenoble, on est aussi candidat à la métropole, on va pas se mentir. On est candidat à la métropole. Il y a une liste communautaire. C'est pas un secret, nous serions tous les deux le même jour pour le même scrutin candidat à la métropole. Voilà. Donc c'est le même sujet. Mais c'est bien de le rappeler. Nous voulons par exemple des parkings relais au bout des lignes tram gratuits pour que les gens puissent aussi... on peut les développer. Ça, il y en a déjà, oui, c'est ce que je veux dire. Il y en a déjà, mais ils ne sont pas toujours très grands, ils sont toujours plus bien placés. Il y en a un à Catane, ce n'est pas forcément celui qui est le plus représentatif, qui est mieux situé. Voilà. Donc il y a une réflexion à avoir là-dessus, peut-être pour développer des plus grands parkings, etc. Parce que les gens... Ils viennent pas en voiture par plaisir. Il y a plein de gens qui n'aiment pas conduire.
qui va se garer, faire un créneau, on se fait casser le rétroviseur, etc. Et puis on rentre dedans, on fait un constat, au final on perd 3 heures dans la journée. Donc les gens ils prennent pas la voiture par plaisir, mais ils en ont besoin. Mais il faut aussi qu'ils aient, s'ils veulent pas prendre leur voiture, qu'ils aient une autre solution. Voilà. Parce que tout le monde, et je voulais quand même le dire, tout le monde ne va pas faire du vélo, c'est pas vrai. Moi j'ai un handicap visuel, donc je ne ferai pas de vélo. Voilà, je vous le dis aujourd'hui, je ne ferai pas de vélo. Je suis pas à l'aise sur un vélo, c'est comme ça. Bon. Moi, je suis essentiellement piéton, et transport en commun. Bon, donc tout le monde, quand on est ingénieur à 30 ans, on est en forme, c'est super, tous les week-ends on va au ski en rando, en ski d'hiver, en rando l'été. Et ben oui, on fait peut-être du vélo tous les jours, très bien. Il y a beaucoup de gens, pour tout un tas de raisons, qui ne vont pas faire de vélo. Donc il faut prendre en compte cela. Il faut que les transports en commun qui fonctionnent, que les contrôleurs ou que les agents ne soient pas agressés sans arrêt. Etc. Donc c'est toute une dynamique, encore une fois, qui est à remettre à l'œuvre, repenser à l'échelle de la ville et de la métropole. Ça m'amène plusieurs questions / remarques. Est-ce que vous êtes dans ce cas favorable à davantage de piétonisation, du centre-ville ou même de la zone grenobloise pour avoir justement plus d'espace pour tout le monde? Niveau nombre de voitures, donc vous avez mentionné le fait qu'il y a eu une décrue par le passé, maintenant c'est stable. Est-ce que vous voudriez avoir l'objectif de garder ce nombre, l'augmenter, le diminuer? Et dernière question qui est un peu liée à tout ça en fait, est-ce que vous seriez favorable dans ce cas, en tout cas pour la protection de l'environnement, on peut parler d'autres raisons après, à une gratuité totale ou partielle des transports en commun? Alors, je vais répondre, il y avait plusieurs questions, donc vous me répétez les plusieurs questions s'il vous plaît. Désolé, je donne. La première c'était sur la piétonisation. Alors la piétonisation, encore une fois, pas de mesure dogmatique, une étude cas par cas, un audit, encore une fois, Ludovic l'a rappelé. En économie, une voiture, et tous les deux vous habitez Saint-Martin-d'Hers, vous avez peut-être un véhicule, c'est ce qu'on appelle une dépense contrainte. C'est une charge, ça coûte entre 300 et 400 euros par mois, c'est les sources du gouvernement, c'est ce que vous pouvez déduire des impôts quand vous avez une voiture de fonction. Ça coûte de l'argent. Il y a des gens qui ont des voitures par plaisir, c'est les gens qui font du tuning, des gens qui font des rallyes automobiles. J'en connais très peu, surtout à Grenoble. Donc les gens qui ont des voitures, c'est pas par plaisir, c'est pas par snobisme, c'est parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils doivent aller travailler. Je considère que le tout piéton est une mesure de bobo, de petits bourgeois de centre-ville, de classe favorisée, encore une fois, qui méprise le peuple. Vous savez, il y a beaucoup de mépris de classe dans cette gauche bien pensante grenobloise. Ils vont vous parler du peuple, ils le méprisent. Ils vont vous parler de la liberté artistique en taguant un bâtiment. C'est une classe populaire qui va nettoyer et qui subit le tag. Ils vont faire une politique anti-voiture avec comme point d'orgue les ZFE. C'est ce que j'allais vous dire. J'ose même pas vous demander, mais c'est contre, forcément. Ça, niveau, malheureusement pour les municipales, c'est une loi, la ZFE. Donc, oui, bah après, c'est ce que je disais, les maires n'ont pas trop le choix. Nous lutterons contre les ZFE et nous ferons tout notre possible. Il y a des villes qui sont portées favorables aux ZFE. Je crois que c'est Grenoble, c'était le cas. Pour l'installation aussi vous savez, de verbalisation quand il n'y a pas des voies de covoiturage. Ça, c'est des expérimentations qui ont été voulues par M. Piolle. M. Piolle le dit, il veut des mesures coercitives ou du moins bloquantes pour les usagers de la voiture. C'est un mépris de classe. C'est un entre-soi. Nous sommes, pour répondre à la question, pour la piétonisation bien pensée, la piétonisation utile. Nous sommes contre l'instauration de piétonisation. Je pense que piétoniser tout le cours Jean Jaurès ou le cours de la Libération n'aurait aucun intérêt pratique et même écologique. Puisque quand vous piétonisez une voie, les véhicules se déportent. Et du coup, ça crée des embouteillages. Et vous savez très bien que c'est des accélérations, décérélations qui, notamment... qui émettent des particules. C'est ce qui s'est passé rue des Diguères, là, entre rue des Diguères et la Championnet. Là. Il y a une rue, je n'ai pas le nom de la rue en tête. J'ajoute un élément là, par rapport à ce que tu as dit sur la piétonisation. Nous, ce qu'on veut, c'est réconcilier les différents modes de déplacement. On voit qu'il y a une tension avec Eric Piolle, qui a été un peu grand diviseur, piéton contre cycliste. Sur les piétons. Effectivement, on ne peut pas tout piétoniser maintenant. Il faut que les zones piétonnes soient respectées. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire que dans les rues piétonnes, il faut que la priorité, bien sûr, aux piétons soit respectée et qu'on ne puisse pas passer en trottinette ou en vélo le soir à fond. Donc je pense qu'il faudrait piéton, ce qu'on voudrait, non, pas interdit, mais peut-être penser à un pied-à-terre. C'est la réflexion qu'on a actuellement. Pied-à-terre pour des
dans certaines zones à délimiter. Voilà. L'hypercentre, par exemple. L'hypercentre, c'est pas agréable d'avoir une trottinette qui va à 25 km/h c'est même dangereux pour tout le monde. Et pareil pour les vélos. Voilà, ça, c'est des mesures qu'on peut faire. Ça existe à Montpellier. Donc, c'est des choses que nous pourrions mettre en œuvre. Vous nous offrez une transition, la transition est parfaite. C'est vrai. Montpellier, transport en commun gratuit, c'était ma dernière question. Exact. Malheureusement, il n'est pas viable économiquement de le faire, c'est ma réponse. Je ne suis pas en train de dire que dans un monde idéal, il ne faudrait pas vaincre toutes les maladies, vivre vieux et prospère, on le souhaite tous, et les transports en commun. Ça serait une bonne chose, je tiens à le dire, mais ce n'est pas réalisable en l'état actuel, et on pense qu'il y a une tarification de la TAC qui est à revoir aussi. À la baisse, à la hausse. Revoir la politique tarifaire, on considère qu'il y a une pénalisation des actifs. Qui doivent payer très cher leur ticket de tram, et on pense qu'il faudrait réévaluer, sans donner plus de détails, la politique. Oui, non, il faut revoir toute la... C'est bien général, il y a tout à reprendre. Sur les transports, je ne sais pas si tu avais et sur... j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. Les trams gratuits. Oui, voilà. Alors, sur Montpellier, je pense, je ne sais pas si c'est comparable. Comparaison n'est pas raison, j'aime bien dire cette phrase. Et voilà, par rapport à la taille, par rapport au réseau. Donc, eux, ils peuvent se permettre, mais c'est vrai que nous, les finances ne nous permettent pas. Donc, c'est bien d'avoir des comparaisons avec d'autres villes. Tout à fait. C'était juste pour lancer la question. Ça aussi, c'est limite. Voilà. Pour nos auditeurs et nos auditrices, pour Montpellier, le coût de la gratuité des transports en commun annuels, peu ou prou, c'est 30 millions. Ici, nos sources nous disent 80 millions, puis on en a déjà discuté dans un autre épisode du podcast. 80 millions, c'est quoi? C'est à peu près le coût de siège métropolitain Il me semble que c'est un peu plus, le siège métropolitain. 90, j'ai pas envie de vous dire une bêtise au micro. Et puis, de toute façon, effectivement, on vous a lancé ce thème-là sur la gratuité des transports, mais on sait aussi que c'est beaucoup réglé par la métro. Donc, du coup, vous n'avez pas, si demain vous êtes dans maire, vous ne serez pas 100% décisionnaire. Alors, je pense que si on gagne la ville de Grenoble, à mon avis, si on regarde la sociologie, ça voudra dire qu'on a aussi gagné Saint-Martin-de-Réchirol. Je sais pas, tu es d'accord? Oui, et puis on aura un nombre d'élus à la métropole. Voilà, donc en vrai, si on gagne la mairie de Grenoble, il est probable qu'on gagne aussi Saint-Martin-de-Réchirol, donc on sera peut-être majoritaire à la métropole. Là, je vous retourne les réflexions que vous nous avez faites au début taquiner, en Madame Irma. Là, on n'en sait rien, mais c'est toujours intéressant. Mais demain, juste dans le pur concret, en fait, finalement, ça va dans le cadre de l'embellissement de la ville. Donc, on revient au thème premier. Quelle serait votre première action pour faire plaisir, je mets des guillemets, à tous les écolos qui sont présents à Grenoble? Qu'est-ce que vous feriez comme action pour justement limiter les dépenses énergétiques ou même, en règle générale, la pollution à Grenoble? Alors, on l'a dit déjà, la rénovation thermique des bâtiments. C'est le premier truc que vous faire un plan de circulation, revoir le plan de circulation pour qu'il y ait moins d'embouteillages, revoir tout ça. Une politique d'installation de climatiseurs et une utilité, les clims réversibles, été comme hiver. Ensuite, favoriser le localisme dans les appels d'offres dès que c'est possible, si nous ne sommes pas contraints par les instances supranationales. Alors, c'est le juriste en marché public qui vous le dit. Oui, vous le saurez. Exactement, c'est pour ça que je l'ai précisé, je le sais. Je suis désolé, mais je viens avec le juridique. Non, mais je l'ai dit en avantage, si nous ne sommes pas bloqués, c'est pour ça que je l'ai précisé. Effectivement, on a le parti Europe Écologie Les Verts qui favorise l'Union européenne, puis c'est un parti européiste, revendiqué tel son nom l'indique, Europe Écologie Les Verts, qui vote pour l'extension des pouvoirs de l'Union européenne et qui vote du coup indirectement pour la mondialisation sauvage et l'importation de produits étrangers dans nos assiettes, et demain peut-être venant du Brésil avec le Mercosur. Voilà. Au Rassemblement national, nous sommes contre la mondialisation sauvage et nous voulons défendre effectivement les classes populaires, la planète et également les minorités. Ok. Toujours dans le cadre de... Moi, j'ai juste un exemple à donner, c'est par exemple le projet Esplanade. Nous, on veut, ça peut être un projet qu'on veut réconcilier les différentes sensibilités, les différents modes de transport. Par exemple, ne pas supprimer un parking, mais que ce parking soit modulable, et végétalisé. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être plus de places de parking quand il y aura plus besoin dans l'année, moins à d'autres moments, et puis que ce soit végétalisé. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire pour permettre une respiration dans la ville, sans casser un parking qui est pratique, parce qu'on le pose à l'entrée de la ville, et après, on finit ou à pied ou en transport en commun. Moi, j'ai une dernière question à vous poser.
Vous parliez en début de podcast des vacances commerciales qu'il y avait déjà à Grenoble. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous ouvriez ou mettez à disposition, toujours pour aussi prospérer l'économie locale, ouvrir des vacances commerciales qui appartiendraient à la municipale pour pas le donner, mais le mettre à disposition des agriculteurs du coin ou de la région afin qu'ils puissent vendre leurs produits directement aux habitants de Grenoble, par exemple? Est-ce que ce serait une piste envisagée pour nos amis agriculteurs? Alors, toutes les solutions de bon sens, nous les favoriserons. Nous sortons évidemment du cadre des sujets propreté, sécurité, attractivité, et nous en réjouissons aussi sur des tas de domaines. Par exemple, nous proposons, je vais répondre après à votre question, des ateliers de déconnexion. Nous voulons former la jeunesse à se passer des écrans, ce que je ne fais malheureusement pas, étant sursollicité ce soir et en ce moment, et je m'en excuse d'ailleurs, ce n'est pas du tout vous êtes justement devant un écran au moment où vous nous dites ça. Exactement, mais malheureusement j'ai des sollicitations, mais c'est un problème, puisque quand on est devant un écran, c'est du stress, c'est de la déconcentration, c'est aussi de la surstimulation. Et pour répondre précisément à votre question, évidemment qu'il y a des locaux de la ville qui pourraient être mis à disposition, favoriser les circuits courts, favoriser aussi, vous savez, c'est un sujet aussi de santé. Si on mange local, de saison et varié, on a des gens en bonne santé. Donc l'écologie, évidemment, c'est un thème majeur. Je ne suis pas en train de dire que l'écologie, il ne faut pas en faire et qu'il faut ouvrir les centrales à charbon, comme le disaient les écolos il y a encore 2-3 ans. La planète, on y tient. Si on est patriote, on aime notre pays, on aime ses forêts, on aime aussi à Grenoble, capitale des Alpes. On est la seule liste d'ailleurs à pris une référence géographique, je tiens à le dire. Il y a 10 listes qui se disent de gauche et écolo. Pas toutes, mais une partie qui se disent écolo. On est les seuls à avoir une référence géographique. Les Alpes. Chartreuse, Beldon, Vercors, ça nous parle. On voit aussi le Taillefer, on voit la Matésine, ces lacs, ces rivières, des raisons topographiques à Grenoble qui nous font aimer cette ville. On veut un rayonnement sur tout l'arc alpin. Donc évidemment, nous sommes attachés à sa nature et également au patrimoine. On en a parlé avec Embellir la ville. Voilà. Parfait. Oui, très bien. Moi, je veux juste dire un mot sur la vacance commerciale. C'est que pour faire revenir les gens en centre-ville, je pense qu'il faut qu'on ait des commerces spécialisés, une raison particulière de venir en ville pour donner aux gens envie de venir, et aussi des événements tout au long de l'année, culturels, etc. Donc on a un gros projet là-dessus, pour donner aux gens envie, sinon ils vont aller à un Airpic, il faut être honnête. Ouais. Donc il faut qu'on ait vraiment une spécificité pour aller en ville. Parce que si c'est pour juste avoir une boutique de chaussures, vous avez la concurrence en Airpic. Et si vous êtes à l'extérieur de Grenoble, vous allez préférer aller à un Airpic. Donc il faut qu'on ait tout un système pensé. Gratuité, alors des transports c'est trop cher, mais des parkings relais, etc. Propreté, embellir, voilà. Et tout ça permettra de créer une nouvelle fois un cercle vertueux. Ok. Eh ben, ça nous amène sur la fin de l'épisode. On remercie toutes les personnes qui auront pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Pensez à nous mettre des commentaires, pensez à interagir avec la vidéo. Ça fait du référencement. Et écoutez, moi je vous dis au prochain épisode. Exactement. Merci à vous, messieurs, d'avoir été présents ce soir. Mille merci. C'était un grand plaisir. On reviendra s'il le faut avec grand plaisir, même en dehors des périodes électorales, ce qui permet de traiter, j'essaie de le faire parce que je me dis que ça permet de sortir du cadre, des formats très courts. Pas sortir du cadre, mais prendre de la hauteur. Vous voyez, on peut parler de courants politiques, idéologiques, intellectuels avec grand plaisir. La campagne électorale nous met un petit peu la tête dans le guidon du chrono-vélo, sans jeu de mots. Et merci de votre engagement citoyen. Je sais pas si tu veux rajouter. Non, merci de votre invitation. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais on en a parlé en aparté. Il se trouve que j'ai moi-même animé des podcasts encore il n'y a pas très longtemps. Donc je suis favorable à ce moment-là et je suis très content d'être avec vous. Et en tout cas, on l'a bien entendu. Merci à vous. Je vous dis à toutes et à tous merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas sur les plateformes de podcast à nous mettre 1 étoile ou 2 commenter. 5 étoiles, ça serait mieux. Mais n'hésitez pas à nous noter, c'est toujours bon, comme l'a dit mon collègue, pour le référencement. Merci à vous, messieurs, bon courage et bonne chance pour la suite. C'était Vocalement Votre. À bientôt. Merci.